Bon, en fait, je vais parler d'un domaine qui est tout à fait nouveau, puisqu'il s'agit des matériaux, et il n'y a guère que quelques millions d'années que l'homme se sert des matériaux. Alors, en fait, servir des matériaux, oui, c'est très simple à cette époque-là. On prend un silex et on le taille, on lui donne une forme, et c'est ça qui est très important dans le domaine des matériaux, c'est de donner la forme qui va être adaptée à l'application que l'on veut utiliser. Alors évidemment, à cette époque-là, on n'a utilisé que des matériaux, je dirais, naturels, hein, la pierre, la corne, l'os, etc. Et toute la science des matériaux, c'était simplement l'habileté à donner la forme correspondant à l'utilisation que l'on voulait faire. La vraie révolution dans le domaine des matériaux, c'était la découverte du feu. Alors pourquoi la découverte du feu? Bien, en fait, le feu, premièrement, va permettre de façonner, de donner une forme à la matière. J'ai pris ici l'exemple du forgeron, qui va chauffer le fer de façon qu'il soit plus malléable. Mais, et c'est ça qui est important pour nous chimistes, ça va aussi nous permettre de transformer la matière, et en particulier, par exemple, de sortir le fer de l'oxyde de fer en le réduisant par le carbone. Donc là, ça commence à être de la chimie. Et en fait, les matériaux jouent un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'humanité, puisque l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est l'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du cuivre, l'âge du fer. Donc c'est caractérisé par la nature des matériaux que l'homme maîtrisait à cette époque-là. Et en fait, vous voyez, c'est très important, parce que de l'âge de la pierre à l'âge du fer, on est passé du menhir à la tour Eiffel, on est passé de ce pont de pierre au Golden Gate de San Francisco. On a toute une technologie qui est complètement nouvelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'un matériau nouveau apparaît, eh bien, c'est toute la vie qui va être modifiée. Donc l'histoire des matériaux, si on regarde un tout petit peu plus loin, eh bien, c'est en fait lié à la maîtrise du feu. Puisque pour la pierre, bien évidemment, il n'y a pas besoin de chauffer. Le cuivre, le bronze, autour de 600 degrés. Pour faire le fer, le haut fourneau, c'est dans les 1000 degrés. Et on pourrait dire que maintenant, au XXIe siècle, on est à l'âge du silicium, parce que la carboréduction de l'oxyde de la silice, c'est 2000 et quelques degrés. Donc vous voyez que chaque fois qu'on a un nouveau matériau, il y a des progrès, etc. Et en particulier, côté le développement du silicium, c'est le développement de toute l'électronique, des nanotechnologies, de l'informatique, etc. Et ceux qui ont bon âge savent qu'on est passé du téléphone classique ici au smartphone, qu'on est passé de l'écran cathodique à l'écran plat, c'est-à-dire que toute notre vie a été modifiée dans quelques décennies, entre le moment où j'ai passé ma thèse et maintenant. Donc la réflexion qu'on peut faire, c'est est-ce que l'histoire de l'homme, c'est simplement la guerre du feu? La guerre du feu, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir des températures plus élevées, des techniques plus sophistiquées, et donc de nouveaux matériaux et de développer l'humanité. Alors c'est là où j'avais écrit il y a maintenant une quarantaine d'années, dans un article dans Le Monde qui disait la chose suivante: est-ce qu'il ne serait pas possible d'inventer une chimie douce qui s'intègre de façon harmonieuse dans les processus naturels plutôt que de suivre cette course au feu? Alors en fait, c'est quoi ça? C'est simplement regarder la nature. La nature, le vivant, après 3,8 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre, et évidemment, au cours de ces milliards d'années, le vivant a su trouver des procédés astucieux pour développer ses propres matériaux. Alors, quelques exemples ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la nature est peut-être bien une source d'inspiration pour fabriquer de nouveaux matériaux, de nouvelles choses. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors, biomimétisme, c'est quelque chose qui commence à être à la mode. C'est essentiellement de s'inspirer des formes du vivant. Alors vous avez ici le TGV japonais avec un bec là qui est très pointu, qui est simplement la réplique du bec du martin-pêcheur qui évite que quand on entre dans un tunnel, il y ait des tourbillons qui se forment, etc. Vous avez ici un maillot de bain et il imite ici la peau du requin. Il y a des petites écailles sur la peau du requin qui fait que l'eau glisse le long du requin et il n'y a pas de tourbillon. Et donc, on a créé des combinaisons de natation qui s'appellent les combinaisons Speedo, qui ont permis de battre la plupart des records de natation. Un autre exemple bien connu, c'est le velcro, qui s'inspire simplement de la fleur de bardane. Donc, vous voyez tout un tas d'inspirations. On regarde la nature et on dit, tiens, c'est astucieux, je vais faire pareil. Alors, dans le domaine des matériaux, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Et je vais prendre un matériau très simple, très banal, le verre. Le verre, tout le monde connaît. L'utilisation du verre, il y en a des multiples pour faire du flaconnage, pour faire de la laine de verre, des fibres optiques, des ampoules électriques, etc.
La technologie du verre, vous savez bien, on prend du sable, de silice, et puis on le fond entre 1000 et 1500 degrés. Alors évidemment, on peut se dire que la chose suivante, le verre, température 1500 degrés, ça serait bien le diable que le vivant ait su faire du verre. Hein, donc, comment un organisme vivant peut fabriquer du verre s'il n'a pas l'intelligence de l'être humain? On va encore regarder là où la vie est née, il y a à peu près 4 milliards d'années, donc dans l'eau, et on va regarder si on peut avoir des inspirations. Alors une chose très simple, vous voyez, j'ai pris des enfants exprès, avec une petite épuisette, vous ramassez ce qu'il y a à la surface de l'eau, et vous allez ramasser ce qu'on appelle le plancton. Donc ces milliers de petits organismes qui flottent dans l'eau, et en particulier qui flottent à la surface de l'eau. Donc, c'est des organismes, vous voyez, de toutes sortes qui sont ici. Ça, c'est un livre de collègues. C'est très important, en fait, ce plancton marin, parce qu'il est à l'interface entre l'océan et l'atmosphère, et en particulier tous les échanges de CO2, d'oxygène, etc. Et la moitié, je dirais, du CO2 qui est dans l'atmosphère est récupéré, recyclé par ce plancton. Alors, dans le plancton, je vais choisir des micro-organismes, des micro-algues, c'est-à-dire des algues qui font quelques dizaines de microns de diamètre, qui s'appellent les diatomées. Alors les diatomées, ce sont des micro-algues unicellulaires, donc des protistes, une seule cellule, qui font de la photosynthèse, c'est ce que j'ai souligné. Elles sont responsables, elles, à peu près du quart du CO2 et de l'oxygène de l'atmosphère. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour se protéger du milieu extérieur, elles s'entourent d'une carapace qui est en verre, d'un coquillage, comme les autres coquillages, d'une carapace qui est en verre, qu'on appelle le frucule. Alors c'est pour ça que ça m'intéresse. Sont connus depuis pas mal de temps, en particulier au moment des grandes expéditions du XIXe siècle. Charles Darwin avait regardé ces diatomées, puis s'était dit comment se fait-il qu'elles soient aussi belles que cela? Est-ce que c'est simplement pour le plaisir des yeux? Parce qu'effectivement, une des premières choses que l'on voit dans ces micro-organismes, c'est qu'elles sont superbes. Par exemple, Ernst Haeckel, qui a fait aussi les croisières de la Challenger, a fait tout un tas de livres dans lesquels il reproduit des diatomées et puis d'autres micro-organismes. Donc la première chose qui frappe la vue, là, c'est la beauté des choses. Alors des diatomées, il y en a plus de 100 000 espèces différentes. Donc 100 000 espèces différentes avec des formes différentes, etc. J'en ai simplement représenté quelques-unes ici. On en trouve partout, absolument partout où il y a de l'eau. Alors que ce soit dans les lacs, les mers, les rivières, les étangs, on en trouve partout. Et pour vous donner un exemple, c'est une goutte d'eau dans la Seine, à Paris. Vous voyez que si vous regardez au microscope, vous avez quand même pas mal de petites diatomées qui sont là-dedans. C'est d'ailleurs utilisé par le CEMAGREF à Bordeaux pour définir un indice de pureté de l'eau, si l'eau est bonne ou pas bonne. Eh bien, simplement en analysant la population de diatomées que vous avez dans l'eau. Donc vous voyez, il y a 100 000 espèces différentes, donc vous pouvez en avoir tout un tas de différentes. Vous pouvez définir la pureté de l'eau. Et par exemple, si vous avez ces diatomées-là, c'est que l'eau est de bonne qualité. Par contre, si c'est celle-là, l'eau est polluée. Donc simplement en regardant les diatomées, vous arrivez à avoir une idée de la pureté de l'eau. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. C'est ce qu'on appelle à l'école des diatomées. Parce que les diatomées, en fait, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent qu'il est possible de faire du verre dans l'eau à température ambiante. Il n'y a pas besoin de chauffer. C'est ce que j'avais appelé la chimie douce, si vous voulez, quand l'eau remplace le feu. Alors comment font les diatomées? C'est très simple. 90% de l'écorce terrestre, sont des silicates, donc qui se dissolvent petit à petit dans les rivières, les lacs, les étangs, la mer. Et donc vous avez dans les eaux, vous avez de la silice qui est dissoute sous forme moléculaire, c'est ce qu'on appelle de l'acide silicique, c'est-à-dire un silicium avec toujours la tétracoordinance du silicium, 4 OH autour de lui. Et il reste en fait dans la terre, il va rester que les oxydes de fer, c'est la raison pour laquelle ces terres sont très rouges. La silice va partir. Et puis qu'est-ce que fait la diatomée? Une réaction chimique extrêmement simple. Si vous prenez 2 molécules d'acide silicique, vous avez 2 OH là, vous voyez évidemment que vous pouvez éliminer une molécule d'eau et faire un pont oxygène. Donc vous réunissez 2 tétraèdres, puis 3, puis 4, puis 5. C'est ce qu'on appelle en chimie de la polycondensation, ou plus simplement même de la polymérisation. Ça veut dire qu'on va faire la silice, non pas en chauffant à haute température, etc., en fondant du sable à partir d'un solide, mais à partir d'une solution à température ambiante.
Alors c'est le mécanisme, il est comme ça. Quand on fait cela, c'est une réaction où j'aurais presque pu faire une démonstration, je n'y avais pas pensé. On part d'une solution, donc des moléculaires, on obtient, elles vont grossir, 2, 3, 4 et des oligomères, ça va donner ce qu'on appelle des solutions colloïdales ou des gels, et le procédé maintenant industriel qui consiste à faire un matériau par ce procédé-là, c'est ce qu'on appelle le procédé sol-gel. Alors pour vous donner un exemple, c'est la manip que j'aurais pu faire. Vous prenez une solution de silicate de sodium, hein, ça c'est commercial, donc c'est la solution claire qui est ici, et vous mettez des petits cristaux d'éléments de transition, nickel, fer, cobalt, et vous allez voir la polymérisation se faire, un peu plus lentement que cela bien sûr, mais disons qu'en 5-10 minutes, vous obtenez de la silice polymérisée que vous avez vu grossir sous vos yeux. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, bien évidemment, premièrement, c'est le gain. Énergie, on n'a pas besoin de chauffer, par conséquent, c'est une méthode beaucoup plus intéressante. Mais surtout, et c'est là le niveau industriel, j'avais souligné au début que ce qui était important dans les matériaux, c'est de la forme qu'on pouvait leur donner, la mise en forme du matériau. Et quand on regarde les industries classiques, c'est-à-dire les céramiques et les verres, à chaque fois la mise en forme se fait à très haute température et on part donc soit d'argile, soit de sable de silice, et l'instrument c'est le four. C'est le four. Ici, c'est pas du tout pareil. Ici, on va partir d'une solution et on va faire directement le matériau à partir de la solution. Et on va élaborer, mettre en forme le matériau, non pas à partir d'un solide, du sable ou de l'argile, qui va le fondre ou bien rajouter de l'eau pour faire une pâte, mais directement à partir de la solution. Et c'est ça qui a intéressé et qui intéresse toujours les industriels et qui s'appelle le procédé sol-gel. Alors, puisqu'on part d'une solution, on peut par exemple prendre et faire de la pulvérisation. Si on fait de la pulvérisation, on va avoir des nanoparticules. Des nanoparticules qui, par exemple, vont permettre de faire une membrane d'ultrafiltration. C'est un exemple développé par les collègues de Montpellier. On peut partir, quand c'est un l'état-gel, un peu comme une pâte, comme c'est l'état-gel, on peut faire de l'extrusion et on va faire des fibres. Ici, par exemple, ce sont des fibres d'alumine qui ont été faites à température ambiante. L'alumine, c'est 2000 degrés si on veut passer par la fusion. Donc vous voyez le gain d'énergie. Alors évidemment, il faut réchauffer un petit peu pour éliminer l'eau, etc. Et par exemple, les tuiles de la navette Columbia, les tuiles réfractaires à la surface de la navette, ont été faites par ce procédé-là. Et puis on peut, c'est le procédé qui est indiqué ici, prendre un vitrage, le tremper dans la solution et le retirer. Et la réaction va se faire à la surface et on va faire des revêtements sur des vitrages. Alors ça, c'est bien sûr, c'était le développement industriel le plus important. Le premier brevet a été pris en 1939, donc il y a déjà très longtemps. Et il y a des produits commerciaux de toutes sortes, de vitrages avec colorés, de pare-brise pour l'automobile, de panneaux solaires, etc., qui ont été développés par les industriels. Je dois souligner d'ailleurs que l'industrie a développé ces procédés-là, vous voyez, 1939, commercialisation 1950, c'est pas marqué, mais enfin 20 ou 30 ans après. Le premier congrès scientifique, c'est 1981, bien après les industriels. Bien, quel intérêt, c'est aussi que, comme il n'y a pas besoin de chauffer, on peut faire un revêtement sur n'importe quoi. Alors sur, par exemple, du métal, pour faire un réflecteur, mais aussi sur des polymères, sur une plaquette de silicium, voire même sur des textiles, sur de la laine. Donc vous allez pouvoir faire des revêtements sur tout un tas de supports. Et de ce fait, il y a déjà, actuellement, au point de vue industriel, tout un tas d'applications qui ont été développées. Je ne vais pas les raconter en détail. Bien. Deuxième intérêt, on travaille dans l'eau ou un solvant organique à température ambiante, c'est-à-dire exactement dans les mêmes conditions que nos collègues organiciens. Donc dans le même bécher, on peut faire de la chimie minérale, fabriquer de la silice, de l'alumine, etc., et de la chimie organique. Et on va obtenir ce qu'on appelle des matériaux hybrides, qui sont des nanocomposites, je dirais à l'échelle moléculaire où les phases organiques et minérales sont mélangées à l'échelle moléculaire. Ce n'est pas des fibres de carbone dans quelque chose, c'est vraiment à l'échelle moléculaire. Et vous avez des matériaux qui sont absolument superbes, qui se travaillent facilement, qui peuvent se mouler, se polir, etc., et qui se fabriquent à température ambiante. Ça, c'est des matériaux fabriqués par l'équipe de Jean-Pierre Boileau à l'école polytechnique. Donc on a toute une gamme de matériaux qui, alors là, sont complètement nouveaux, n'existaient pas auparavant, qui vont depuis 100% de verre, de silice,
et jusqu'à 100% par exemple de polymères organiques. Donc on a tous les intermédiaires entre du verre et du plexiglas, hein, pour donner un exemple. Alors des applications, il y en a des foules, je ne vais pas trop développer non plus. En particulier, si on met un colorant organique, c'est ici ou là, il va être protégé et donc on va pouvoir faire tout un tas de dispositifs qui utilisent les propriétés colorantes des organiques. On peut faire des peintures qui vont avoir un caractère organique, un caractère minéral, et qui, vous voyez ici, que cette peinture hybride, ici, est bien plus résistante que les peintures purement organiques ou purement inorganiques. On peut, si on prend un précurseur qui n'est pas de l'acide silicique, mais vous remplacez un OH par un radical organique R, ben vous allez voir, vous allez faire la polymérisation de ce côté-là. Le R organique va venir coller sur la lentille plastique et ça va faire un revêtement de silice, donc un revêtement anti-abrasion. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire si vous mettez sur du verre, c'est la silice qui va accrocher et les groupements organiques qui vont être vers l'extérieur et vous faites des pare-brises ou des rétroviseurs hydrophobes. Donc il y a tout un tas de possibilités. Vous pouvez aussi, quand c'est plus ou moins pâteux, imprimer un motif et en particulier, si on parle de biomimétisme, s'inspirer de la morphologie des feuilles de lotus pour que l'eau ne puisse glisser sans adhérer. Et donc on fait des revêtements super hydrophobes qui donnent naissance au vitrage auto-nettoyant. Puis on peut faire tout un tas de choses. Là encore, je ne vais pas développer beaucoup. Par exemple, des choses auxquelles vous ne pensez pas. Quand vous avez des caries, qu'on vous met un pansement dans la dent, eh bien on a développé, c'est Schott qui a développé ça, des systèmes qui sont composites. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec L'Oréal. Quand vous avez des cheveux qui sont trop souples, vous pouvez, c'est le truc qui est ici, vous pouvez laver les cheveux avec cette solution-là. La partie organique va permettre de pénétrer dans le cheveu et ça va faire un revêtement de silice. Donc vous allez avoir des cheveux qui vont être beaucoup plus résistants. Vous voyez, ça a été publié en 2016, hein, donc il y a un an. Vous pouvez faire des choses de prestige. C'est le toit, par exemple, du Théâtre national de Pékin, qui a été fait pour les Jeux olympiques. Et puis des applications tout à fait banales, les semelles de vos fers à repasser. La partie organique fait que ça va glisser beaucoup mieux. Donc vous voyez tout un tas d'applications possibles dans ce domaine des hybrides que je ne vais pas développer. Je vais plutôt regarder du côté biologie. Et donc des biotechnologies. Alors biotechnologie, c'est quoi? C'est utiliser un objet biologique, une enzyme, un micro-organisme ou quelque chose comme ça, pour faire quelque chose. Mais évidemment, par exemple, si vous faites des lessives avec des enzymes, ben, l'ennui, c'est que l'enzyme, elle part après avec la lessive. Donc il faut la fixer sur un support. Et pour des raisons qui sont bien évidentes, le support, ben, ce sont des polymères naturels ou synthétiques. Ce qu'on peut faire, c'est ces biomolécules, ici par exemple des enzymes, les mettre dans une solution d'acide silicique, comme j'ai mis les petits cristaux tout à l'heure, et la silice va se condenser tout autour, et vous allez avoir vos biomolécules qui vont être piégées à l'intérieur d'une matrice de verre, d'une matrice de silice. Alors l'intérêt, il est double. Premièrement, l'enzyme est protégée des agressions extérieures, etc., donc elle va pouvoir avoir une durée de vie beaucoup plus importante, et deuxième point très intéressant, catalyse enzymatique, vous savez que ça repose sur le système de la clé et de la serrure, c'est-à-dire l'adaptation géométrique des deux objets. Bien, comme vous pouvez contrôler la nature chimique de la matrice, qui peut être de la silice mais qui peut être un hybride, vous allez pouvoir adapter cette matrice de façon à avoir la meilleure conformation. Alors ça aussi, c'est un procédé qui est maintenant industriel avec les lipases. Alors les lipases, c'est simplement des enzymes qui catalysent ce genre de réaction, c'est-à-dire les réactions d'estérification. Alors réaction d'estérification où vous mélangez une partie organique, un ester et de l'eau. Le problème souvent, c'est que quand les radicaux organiques là sont un peu gros, l'ester n'est pas soluble dans l'eau, ça fait une émulsion, d'huile dans de l'eau. Et évidemment, la réaction va se passer où? Ben, vous avez l'ester ici, ça, l'eau avec l'enzyme qui est là, ben, c'est juste à l'interface. Je ne développe pas le mécanisme, mais ça veut dire qu'il est extrêmement sensible au caractère hydrophile, je dirais plutôt à la balance hydrophile-hydrophobe du milieu. Et ça, c'est quelque chose qui a été développé donc, avec ces lipases. Si vous les piégez simplement dans de la silice c'est hydrophile, ça ne marche pas. L'activité, c'est 0,1, pas quelque chose comme ça. Par contre, si vous mettez des groupements organiques, donc vous avez une matrice
vous contrôlez la balance hydrophile-hydrophobe, l'activité peut être multipliée par 100 par rapport à une enzyme naturelle. Et ça, ça a été développé par Fluka. Si vous regardez le catalogue Fluka, maintenant, vous avez tout un tas de lipases qui sont immobilisées dans des matrices Sol-Gel pour tout un tas d'applications de réactions. Une application qu'on a développée au laboratoire dans le domaine du médical, sur la leishmaniose. On fait ça avec le professeur Gentilini à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, leishmaniose, c'est comme un moustique là, qui vous pique et qui vous injecte des cellules de leishmanie, et ça vous donne des maladies qui peuvent être assez nuisibles, essentiellement dans le sud de la France, l'Afrique, le Brésil, enfin les pays de ce genre-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous injecte une cellule de leishmanie dans le sang, et votre organisme va se défendre en produisant des anticorps qui vont reconnaître de façon spécifique ce qu'on appelle l'antigène, c'est-à-dire en l'occurrence la cellule. Et c'est comme ça que l'organisme va se défendre. Et c'est comme cela aussi que l'on peut reconnaître si quelqu'un est séropositif ou séronégatif, c'est-à-dire s'il a été piqué par la leishmanie ou bien le HIV ou d'autres choses. Alors pour cela, on fait simplement une réaction dans laquelle on va prendre le sang du patient et on va le mettre en présence d'une cellule de leishmanie et on va voir s'il a ou pas des anticorps. Alors ça, c'est une cellule de leishmanie que nous avons encapsulée dans la silice. Vous voyez, la silice, c'est là les petits grains qui sont là. Ça, c'est la cellule. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle n'est pas abîmée du tout. Elle n'est pas abîmée du tout. Et le résultat, c'est qu'on peut effectivement faire des tests sanguins de séropositivité simplement comme ceci. Donc, ça donne les résultats qui sont là. Et l'intérêt, c'est des collègues brésiliens qui l'ont repris, c'est d'utiliser ça pour faire les tests dans la forêt amazonienne. On n'a pas tout ce qu'il faut dans les laboratoires pour faire de la culture, etc. On peut simplement piéger les cellules de leishmanie dans des petites capsules de verre, les conserver au froid dans un frigo, et puis si vous voulez savoir si vous êtes séropositif ou pas, vous sortez la capsule, vous prenez votre sang et vous mettez une goutte, et puis vous faites un test, par exemple, d'immunofluorescence. Si vous êtes séronégatif, ça donne ça. Si vous êtes séropositif, ça donne ça. Alors après, il faudra aller dans un hôpital pour vous faire soigner. Donc, on peut faire des nanoparticules. Par exemple, on a développé, je vais y des dispositifs de pulvérisation qui vont vous permettre de faire des nanoparticules dont le diamètre est de l'ordre de la centaine de nanomètres. Alors évidemment, quand je parle de cela dans des publics non avertis, on me saute dessus, des nanoparticules, ça ne va pas la tête, c'est dangereux, ça pénètre dans les cellules, allez terminer les manips, le CNRS bloque les crédits. Pas tout à fait comme ça. Parce qu'en fait, ces nanoparticules, elles vont aller effectivement dans vos cellules. Mais si je leur dis, tiens, puisque tu vas là-bas, tu ne pourrais pas emporter un médicament, quelque chose, elles vont servir de vecteurs thérapeutiques. Et elles vont pouvoir transporter des médicaments directement dans les cellules. C'est ce qu'on appelle la nanomédecine. Alors pour cela, il faut que les particules aient trois propriétés. La première, qu'elles soient petites, de façon à pénétrer dans les cellules par endocytose, d'accord? Donc à peu près la centaine de nanomètres. Il faut qu'elles soient furtives, parce que si vous injectez des nanoparticules dans le sang, le foie va les bloquer très vite et elles vont rester dans le foie, ce qui n'est pas intéressant. Donc on met en général un revêtement tel que du polyéthylène glycol qui fait que le foie ne va pas les bloquer. Mais ce qu'on veut évidemment, c'est qu'elles n'aillent pas n'importe où. C'est-à-dire qu'on va greffer des molécules cibles, par exemple de l'acide folique, si c'est pour les cellules cancéreuses. Conséquence de quoi, elles vont aller uniquement dans les cellules malades et pas ailleurs. Donc ça, vous voyez bien sûr toute la richesse qu'il y a derrière. Par exemple, pour faire du diagnostic, je pique cette souris avec une suspension comme cela, et les nanoparticules vont aller uniquement là où il y a la tumeur cancéreuse. Donc je vais pouvoir faire du diagnostic et détecter où il y a une tumeur cancéreuse. Une fois que j'ai détecté, par exemple, je peux faire de la thérapie. Vous avez ce jeune homme qui a de l'acné, là. J'ai injecté des particules fluorescentes, j'irradie sous l'UV, ça va chauffer les particules et donc détruire uniquement les parties où il y a de l'acné. Ce monsieur-là a un carcinome, on a injecté là des nanoparticules magnétiques, on met un champ magnétique et ça va brûler. Brûler, il suffit de 60 degrés, hein. Ce n'est pas besoin d'être des températures très élevées. Ça va permettre donc de faire de la thérapie.
Vous pouvez aussi piéger un médicament. Par exemple, celui-ci qui est un anticancéreux très connu, vous le mettez et les nanoparticules vont aller dans la cellule et vont relâcher le médicament. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ce médicament n'est pas soluble dans l'eau. Donc si vous l'injectez dans le sang, il ne va pas circuler. Alors, le grand intérêt de cette affaire-là, c'est le suivant, c'est si vous avez un cancer, on vous fait actuellement de la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'on vous injecte des molécules qui vont détruire les cellules cancéreuses, mais aussi toutes les autres cellules. Et c'est catastrophique, vous perdez vos cheveux, vous maigrissez, etc., etc. Donc les traitements de chimiothérapie sont extrêmement, disons, nuisibles. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le médicament, il est à l'intérieur de la capsule. Et il ne va être relâché qu'à l'intérieur des cellules malades, pas ailleurs. Donc vous pouvez cibler ce que vous faites et ne détruire que les cellules malades. Donc vous voyez, bien évidemment, là, il y a un intérêt important. Intérêt important, et ça n'est pas que du rêve. Ça n'est pas que du rêve parce que vous avez par exemple des start-up, je pense à Nanobiotics, qui développent actuellement des procédés pour voilà, où vous avez des carcinomes, où vous irradiez, par exemple, c'est des petites particules d'oxyde d'hafnium, vous les irradiez et vous n'allez détruire que la particule qui a été injectée là où il y a le sarcome. Vous avez aussi Patrick Couvreur, pharmacien, qui développe ce genre de nanomédecine. Il a formé aussi une start-up qui s'appelle BioAlliance et qui traite les cancers du foie. Et tout ça, c'est des choses qui sont en phase 1, 2, je ne sais pas, je ne suis pas très doué, mais qui sont en cours de développement, par exemple, à Gustave Roussy. Ça n'est pas que du rêve. Donc, ça donne naissance à une discipline nouvelle qui s'appelle la théranostics, puisqu'il y a à la fois de la thérapie et du diagnostic. J'en arrive à une partie que je trouve particulièrement intéressante qui s'appelle les matériaux vivants. Matériaux vivants parce que si je regarde cette diatomée, c'est quoi? C'est une boîte en verre à l'intérieur de laquelle il y a une cellule. Et la cellule vit dans sa boîte en verre, fabrique des choses, etc., etc. Donc c'est cela que j'appelle un matériau vivant, c'est-à-dire que c'est un matériau, c'est une capsule de silice. Donc je peux la manipuler comme je veux. Mais à l'intérieur, il y a un organisme vivant qui va faire des choses. Alors par exemple, si c'est des microalgues, évidemment, photosynthèse, et on peut élaborer des biofuels, qui n'est pas là non plus purement une vue de l'esprit. Je pense par exemple à la cimenterie, qui est ici, qui est à Gargenville. Gargenville, c'est pas loin de Mantes-la-Jolie. C'est une cimenterie. Une cimenterie, ça dégage énormément de CO2. Eh bien, les gaz, on les fait passer dans des réacteurs ici où vous avez des microalgues qui vont piéger le CO2 et le transformer en biofuel. C'est des pilotes là, c'est pas encore industriel à l'échelle industrielle, mais enfin c'est quand même un pilote à cette échelle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire des matériaux vivants. On va faire des matériaux vivants, alors par exemple avec des bactéries. Je vais prendre une culture de bactéries, très facile, et puis je vais rajouter de l'acide silicique, il va condenser, et mes bactéries vont se trouver piégées à l'intérieur d'une matrice de verre, de silice poreuse, pour que ce soit poreux. Alors, il y a eu plein de choses de faites. Je dirais que le premier qui a fait ça, c'est Giovanni Carturano, qui est italien. Mais depuis, vous voyez, il y a tout un catalogue de micro-organismes qui ont été piégés comme ceci et qui ont été étudiés. Alors, à quoi ça va pouvoir servir, ces matériaux vivants? Je prends un exemple qui est la pollution. Pollution de l'eau, par exemple. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plonger dans l'eau de la rivière. Je vais plonger ce dispositif-là. C'est une fibre optique. Et là, vous avez l'eau de la rivière qui va entrer là et sortir là. Au bout de la fibre optique, je fais un petit revêtement de silice dans lequel j'ai piégé des algues vertes. Les algues qui sont là, les chlorella. Algues vertes qui font de la photosynthèse. Et puis, j'éclaire et j'ai le spectre d'absorption d'émission de fluorescence de la chlorophylle, d'accord, puisque c'est chlorophylien. Et je regarde simplement l'intensité de l'émission chlorophyllienne en éclairant ici. S'il y a des pesticides, par exemple, ou des polluants dans l'eau, à ce moment-là, ça va modifier les propriétés de la chlorophylle et vous allez voir des variations d'intensité. Donc ça vous permet très simplement, en plongeant cette fibre optique dans la rivière et en regardant l'intensité du rayonnement de fluorescence, ça va vous permettre de dire c'est pur ou c'est pollué.
ça ne vous permet pas de dire c'est ça ou ça qui est pollué. Vous ne savez pas quel polluant il y a. Mais vous savez que c'est pollué et que par conséquent, il faut faire attention, faire des analyses, etc. Alors si c'est pollué, est-ce qu'on peut remédier à cette affaire-là? Est-ce qu'on peut purifier? Eh bien oui, on va pouvoir purifier, par exemple avec ces micro-organismes-là qui sont des champignons filamenteux. Le nom est ici, je ne suis pas très doué en latin. Vous allez faire un bioréacteur. Vous faites un bioréacteur, c'est-à-dire que vous allez utiliser l'eau polluée et vous allez utiliser ceci. Et par exemple, la manip est faite ici, alors pas avec des polluants, avec du verre de malachite, un colorant organique, de façon que ça se voit bien. Vous avez une petite pastille dans laquelle on a encapsulé les champignons, vous la mettez dans le bécher et vous voyez qu'en quelque temps, le bécher se décolore, c'est-à-dire que le colorant, le verre de malachite, a été dénaturé. Donc vous pouvez détruire les polluants qui sont dans l'eau. Et ceci, bien sûr, les micro-organismes restent piégés là-dedans et vous pouvez les réutiliser. Alors ça, c'est des manips que nous avons faites au laboratoire qui sont les suivantes. C'est avec une bactérie qui s'appelle Serratia massaces qui produit un pigment rouge, qui est ce pigment qui s'appelle la prodégiosine. C'est à l'origine du miracle où quand vous enlevez une hostie qui est blanche, il y a parfois des petites taches rouges et certains pensent que c'est le sang du Christ qui est dedans. En fait, c'est des bactéries, pareil pour le pain, des trucs comme ça. Ce sont des bactéries qui sont là et qui produisent un pigment rouge comme ceci. Alors ce pigment est intéressant en sens qu'il a par exemple des propriétés thérapeutiques et on voit qu'il induit l'apoptose, c'est-à-dire la mort, de cellules cancéreuses. Donc ça peut être intéressant de fabriquer ce médicament pour des buts thérapeutiques. Alors comment on fait? C'est très simple. On prend un bécher, un récipient, on met le gel de silice qui est ici, dans lequel on a piégé les bactéries, d'accord? Et puis on met à la surface, on met un liquide dans lequel il y a tous les nutriments. Puisqu'on veut que les bactéries travaillent, il faut les nourrir. D'accord? Donc il y a tous les nutriments pour faire une culture bactérienne. Et ce que vous voyez, c'est qu'au bout de quelques temps, un jour, 15 jours, un mois, vous avez la solution qui est rose. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement production de prodigiosine. Vous remarquez d'ailleurs que c'est la solution qui est rose et pas le gel. Pourquoi? Parce que les bactéries sont dans le gel. Elles fabriquent ce pigment, mais le pigment est hydrophobe. C'est-à-dire qu'il se trouve produit dans un milieu hydrophile qui n'est pas favorable et par conséquent il y a un déplacement de l'équilibre et il va vers les milieux de nutriments où il y a plein de molécules organiques. Donc vous déplacez même l'équilibre. Alors là, il y a un point qui est intéressant. Si vous étudiez un petit peu les bactéries, c'est que si vous avez des bactéries, elles vont communiquer entre elles, elles vont se parler et elles ont un langage chimique. C'est-à-dire que les bactéries vont émettre certaines molécules, les homocérines lactones par exemple, qui vont aller dans le milieu, diffuser, traverser la membrane de l'autre bactérie et se fixer sur le génome et modifier le comportement de la bactérie. C'est-à-dire qu'en émettant des molécules qu'on appelle les molécules de quorum sensing, vous allez pouvoir régler le comportement de la bactérie qui est ici. Alors ça se produit pas n'importe comment, ça se produit essentiellement quand les bactéries sont proches les unes des autres, quand elles sont en contact, c'est-à-dire quand elles forment une colonie. Et donc l'ensemble de la colonie va avoir un comportement, je dirais, collectif. C'est pareil pour nos cellules, d'ailleurs, qui communiquent les unes les autres, les cellules de notre organisme, par des signaux chimiques. Alors l'intérêt du procédé que l'on a, c'est qu'on a piégé nos bactéries dans une matrice de silice, mais elles ne sont pas à côté les unes des autres. Elles sont à une certaine distance, donc elles ne peuvent pas se parler. Donc j'évite que dans une culture bactérienne, elles se parlent entre elles, auquel cas je ne sais plus, je ne comprends plus rien, comme les manchots sur la banquise. Mais moi, je vais pouvoir injecter des molécules chimiques dans le bain et par conséquent parler aux bactéries. Alors c'est ce que l'on a fait. La manip est ici, c'est la même que tout à l'heure, donc les bactéries, le milieu nutritif, mais dans ce milieu nutritif, je rajoute de la prodigiosine, je rajoute ou je ne rajoute rien, mais je rajoute par exemple, ici je n'ai rien rajouté, mais je rajoute par exemple une molécule d'homocérine lactone, et vous voyez qu'à ce moment-là, la production de prodigiosine est nettement plus forte que je n'en ai pas mis. Ça veut dire que cette molécule que j'ai injectée,
engendre la fabrication de prodigiosine par la bactérie. Donc, elle va travailler plus. Mais pas simplement cela. Si je regarde la viabilité, c'est-à-dire combien de bactéries restent vivantes au bout d'un certain temps. Alors, par exemple, au bout d'un mois, vous voyez que la bactérie dans laquelle j'ai rajouté cette molécule-là, que j'appelle C6, 100% des bactéries sont encore vivantes. Donc, non seulement elles produisent plus en un certain temps, mais elles vont augmenter la viabilité. Tout ça parce qu'avec cette molécule d'homocérine lactone, j'ai modifié le comportement de la bactérie et elle s'est mise à résister au milieu dans lequel elle se trouve. Alors ça peut être intéressant si on veut faire des bioréacteurs. On va pouvoir améliorer de façon notable le rendement du bioréacteur. Ça peut être aussi intéressant pour cette raison-là. Parce que les bactéries, vous savez bien que c'est responsable des infections bactériennes. Hein. Oui, ça va aller. Des infections bactériennes. Alors ça se produit comment? Par exemple, dans les dents, vous avez des bactéries qui vont venir vous coller aux dents, elles vont se croître, elles vont former des colonies, elles vont former un film bactérien. Mais tant que les bactéries ne se parlent pas entre elles, il ne se produit rien, ça n'est pas néfaste. Par contre, au moment où elles commencent à changer des signaux de quorum sensing, leur comportement va devenir collectif et vous allez être malade. D'accord? Alors qu'est-ce que l'on fait? Donc c'est ce que j'ai écrit ici, l'union fait la force. Alors qu'est-ce que l'on fait d'habitude? On fait simplement la chose suivante, c'est qu'on cherche des médicaments, des antibiotiques pour tuer les bactéries. Vous savez bien que l'utilisation est limitée parce que les bactéries vont s'accoutumer, etc. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est trouver des molécules qui vont les empêcher de communiquer, qu'on appelle quorum quenching. Et ces molécules, si les bactéries ne peuvent plus communiquer, elles ne sont plus pathogènes. Donc ça peut remplacer les antibiotiques. Alors il y a un exemple, par exemple, qui a été publié récemment, c'est sur ces algues rouges qui peuvent être attaquées par des bactéries et elles deviennent blanches. Ces algues ont trouvé elles-mêmes qu'en fabriquant des furanones, c'est-à-dire cette molécule-là, elles empêchent les bactéries de parler et à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus d'attaque. On a utilisé ces furanones pour traiter l'infection pulmonaire de souris et effectivement, l'infection pulmonaire diminue sans avoir tué les bactéries, simplement en empêchant la communication chimique. Les diatomées des biomatériaux nanostructurés, c'est-à-dire l'utilisation des diatomées en nanotechnologie. Alors il y a une chose tout à fait remarquable quand vous regardez le vivant. Quand vous regardez le vivant, qu'est-ce qui est remarquable? La chose suivante, je reprends l'exemple du verre. Pour faire du verre, on peut faire des bouteilles, de la laine verte, des fibres optiques. Mais nous, quand on fait ça, chaque fois qu'on a une application en vue, on va mettre au point un procédé, une composition, etc., qui va permettre d'avoir les bonnes propriétés. Ça veut dire par là que la fabrication, la composition du verre dans la laine de verre n'a rien à voir avec la fabrication du verre des fibres optiques. Rien à voir avec la fabrication du verre de vitrage ou de bouteille. Chaque fois, on change. Mais dans la nature, le vivant, mes pauvres diatomées, elles ne peuvent pas changer. Hein, tout ce qu'elles savent faire, c'est faire de la silice. Et avec ce matériau qu'elles fabriquent, il faut qu'elles fassent tout. Alors, par exemple, je reprends l'exemple des diatomées. La plupart des organismes marins se protègent avec une carapace qui est dure, et la plupart d'entre eux, je prends l'exemple de l'huître, c'est du carbonate de calcium, parce que c'est assez facile de faire précipiter du carbonate de calcium dans l'eau. La diatomée, elle ne peut pas. Carbonate de calcium, ce n'est pas transparent. Il faut faire de la photosynthèse, donc elle a choisi de faire une carapace en silice, en verre, de façon qu'elle soit transparente. Donc ça protège, c'est dur, et c'est transparent. Ce n'est pas tout. Il faut communiquer avec le milieu extérieur. Une huître, c'est facile, c'est un bivalve, ça s'ouvre, ça communique. La pauvre diatomée, elle ne peut pas. Elle est dans une boîte, elle est fermée, c'est une seule cellule, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, elle ne peut pas ouvrir. Donc, elle fait de la porosité. Il faut qu'elle fabrique des trous. C'est d'ailleurs l'intérêt essentiel des diatomées, la fabrication des trous. Quand elles meurent, ça fait un sédiment, les terres de diatomées, qui est très poreux et qui est un matériau industriel important. C'est 200 000 tonnes par an, l'utilisation de ces poudres de diatomées en France pour faire essentiellement des filtres pour les piscines, pour le vin de Bordeaux, etc. Et puis vous connaissez sûrement Alfred Nobel qui a fait fortune. Comment? En piégeant la nitroglycérine dans des terres de diatomées de façon à faire de la dynamite et à pouvoir manipuler la nitroglycérine.
Donc vous voyez que la diatomée, il faut qu'elle pense à plein de choses avec un même matériau. Elle peut simplement jouer sur la nanostructure, faire des trous. Et si on regarde un peu, les trous, c'est assez remarquable. Regardez, je vais approcher le microscope. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas que des trous, il y a plusieurs types de trous. Ce que j'appellerais des grands, des moyens et des petits. C'est-à-dire plusieurs couches de trous. Et pas simplement ça. Non seulement plusieurs couches de trous, ça va faciliter les phénomènes de diffusion, etc. Je ne vais pas développer ça, c'est encore remarquable. Si vous regardez un peu, voilà les trous, hein, il y a les grands, les petits, les moyens. Mais si vous regardez, ils forment un réseau périodique. Un réseau périodique dans lequel il y a une périodicité, non pas simplement des atomes, mais des indices de réfraction, le vide et le vert, d'accord, entre 1 et 1,5. Et la maille, c'est 0,6 microns, hein, la distance là. C'est juste dans le domaine du visible. Et c'est ce qu'on appelle des cristaux photoniques. Alors les cristaux photoniques, je ne sais pas, c'est une des voies de la physique relativement récente. Hein, c'est simplement une périodicité, non pas des atomes comme la structure avec les rayons X, mais une périodicité des indices de réfraction. Et quand c'est dans le domaine du visible, eh bien, ça va vous faire des phénomènes, je dirais, d'interférence ou de diffraction. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les photons, la lumière, dans un cristal photonique, vont se propager comme les électrons dans un semi-conducteur. Il va y avoir des bandes interdites, etc. Et ça, c'est quand même l'astuce des diatomées qui ont trouvé ça il y a 300 millions d'années. Les collègues physiciens remarquables ont trouvé ça il y a 30 ans. Vous connaissez d'ailleurs les photophotoniques, cristaux photoniques, on les trouve dans les papillons, la nacre, les opales, etc. Et effectivement, les diatomées, les voici ici, ont cette espèce d'iridescence typique hein, des cristaux photoniques. Mais ce n'est pas ça le seul intérêt. C'est que si vous regardez un petit peu comment la lumière va passer à travers cette frustule, hein, cette carapace de silice, eh bien, on observe que ça sert de filtre. Les UV sont arrêtés et le visible passe. Ça va donc permettre à la diatomée d'aller à la surface de l'océan de façon à avoir le maximum de lumière possible pour la photosynthèse sans se faire brûler par les UV. Alors nous, quand on fait ça, on met de la crème contre les UV, mais la pauvre diatomée, elle ne peut pas. Tout ce qu'elle peut faire, c'est utiliser le verre qu'elle a fait et jouer sur la nanostructure. Donc, elles peuvent comme ça... Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle voie scientifique qui s'appelle, juste 3 ou 4 diapos. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, on peut s'inspirer des diatomées et même les utiliser pour faire des dispositifs dans le domaine de l'énergie. Alors je vais passer assez vite. Vous prenez une culture de diatomée, elle va se faire une carapace de silice. Si dans l'eau de culture vous mettez un dopant, par exemple du germanium, bien vous allez le retrouver dans la carapace de silice qui va être dopée avec le germanium et vous allez avoir par exemple des frustules qui vont avoir des propriétés d'électroluminescence qui vont donner du bleu-violet si c'est du germanium, du vert si c'est du manganèse. Donc vous pouvez faire des dispositifs d'électroluminescence. Vous pouvez faire aussi dans le domaine du solaire. Bon, ça c'est le solaire normal d'une jonction PN. Je pense aux cellules solaires à colorant, celles de Grätzel, dans lequel les électrons sont fournis par un complexe genre ruthénium et récupérés par une électrode dans laquelle il y a de l'oxyde de titane. Donc ça c'est une solution, ça c'est l'électrode. Alors l'avantage par exemple, ça vous permet de faire de l'électronique souple, des choses comme ça. Le problème là, c'est le contact, la surface, l'interface de contact entre la partie solution et les électrodes d'oxyde de titane. Alors, ce qui a été fait, c'est la chose suivante. Vous faites une culture de diatomées, vous les nourrissez au silicium, ça va vous donner le frustule, et à la fin, vous mettez du titane. C'est-à-dire qu'il y aura une couche extérieure qui va être de l'oxyde de titane. Et si vous utilisez ces diatomées maintenant pour faire les électrodes, il va y avoir une grande interface de contact et vous allez avoir des rendements 3 fois plus élevés. Ah, ça, c'est vite. Ça doit être le... Ah oui, je vais passer plus vite. Vous pouvez faire de la chimie. C'est-à-dire la silice de la diatomée, si vous pouvez la réduire en silicium. Simplement par réduction, par exemple, avec du magnésium. Et à ce moment-là, vous avez des matériaux qui sont à la fois photoniques et électroniques. Donc on peut, de cette façon-là, réduire en silicium et ensuite faire un greffage avec des SH ici sur une électrode d'or et faire des cellules photo-électrochimiques. Donc ça, c'est des publications relativement récentes.
Voilà le résultat. Juste ça, c'est le dernier point que je voulais montrer. J'ai parlé des diatomées, j'aurais pu parler des spicules, des éponges. Les éponges, vous savez ce que c'est. C'est un truc qui est tout mou. Pour renforcer un petit peu, ça fabrique des spicules, donc des petits bouts comme ça, qui sont en carbonate de calcium ou en silice, qui servent simplement à renforcer les tissus. Certaines, ça peut être des fibres qui peuvent faire 1 mètre de long, qui permettent à l'éponge de s'accrocher par terre. Ces fibres, ben, c'est simplement un filament de protéines, donc biologique, autour duquel se dépose de la silice. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ces éponges-là, Euplectelia, qui tissent une espèce de panier que vous voyez ici. L'éponge est là, le panier est ici. Et ce panier, c'est en fait, je dirais, une dentelle de silice. Une dentelle de silice, alors qui sert simplement au fait suivant, il y a des petites crevettes qui se piègent dedans, elles mangent, elles grossissent, elles ne peuvent plus sortir, et l'éponge va pouvoir vivre en symbiose avec ces petites crevettes pendant toute leur vie. Mais si vous regardez ce qu'une éponge arrive à faire avec des petites fibres de silice comme dentelle, c'est absolument extraordinaire. Et je termine avec Léonard de Vinci, je crois que Michel fera aussi allusion, qui disait « Observez la nature, là est notre futur ». Et je vous ai quand même apporté ce que font les éponges. Si vous regardez ça, essayez de faire pareil. Pourtant, vous avez des bras, des jambes, des doigts, un cerveau. C'est extraordinaire. Voilà, c'est ma conclusion. C'est extraordinaire.